écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Le droit est la plus puissante école de l'imagination. Jamais poète n'a interprété aussi librement la nature qu'un juriste la réalité. C'est par cette citation de Jean Giraudoux que s'ouvre ce numéro de Droit et Société. Aujourd'hui, nous parlerons de droit, d'introduction au droit. Avec moi pour parler de ce sujet, deux étudiants, une en première année et l'autre en Master 2 en relations internationales. Bouba, vous êtes étudiant en Master 2 en relations internationales. Bonjour. Bonjour, monsieur Seydina. Fatima Niang, vous êtes étudiante en première année en droit à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour Fatima. Bonjour Seydina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors Bouba Diallo, aujourd'hui nous allons parler de droit, tout au plus de l'introduction au droit. D'abord, je vous pose cette question, Bouba, qu'est-ce que le droit? Merci beaucoup. C'est encore un immense plaisir de vous retrouver ici. Et je salue notre camarade étudiant ici présent qui a bien voulu se conjuguer à ce débat aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit? Bon, je vais aussi vous paraphraser. Vous avez entamé votre émission par une citation, par une maxime ô combien importante. Moi aussi, je dirais ubi societas, ubi ius. Il n'y a pas de société sans droit. Donc, le droit, c'est un ensemble de règles. C'est un catalogue de règles qui organise la vie en société. Maintenant, cette organisation de la vie en société, on l'appelle le plus souvent le droit positif. Ça veut dire l'ensemble des règles en vigueur dans une société à un moment donné. Donc, à travers cette définition, on peut retenir trois penchants du droit. Le droit, c'est un catalogue de règles. Cela veut dire qu'il y a des règles sociales, il y a des règles pénales, il y a des règles relatives à la sécurité sociale, là, il y a des règles relatives à l'organisation de l'administration ou l'organisation judiciaire, applicables dans une société. Cela veut dire que chaque société a son droit, d'où la maxime ubi societas ubi ius. Donc, chaque société, à un moment donné, a son droit. Aussi, le droit s'applique à un moment donné. Donc, le droit, il vit, il évolue et il meurt, d'où l'abrogation de la loi. Il y a l'adoption de la règle de droit, il y a l'application de la règle de droit et enfin, avec les besoins de la société, on peut voir que le droit soit abrogé. Donc le droit aussi, on peut le diviser en deux. Il y a ce qu'on parle le droit objectif et le droit subjectif. Le droit objectif, c'est le droit qui organise naturellement la vie en société. Cela veut dire le rapport entre le travailleur et l'employeur, le rapport entre le bailleur et le loyer, le locataire en fait, quelque sorte, excusez-moi du terme, le locataire et le bailleur, entre un contrat de vente, comment se déroule un contrat de vente, comment se passe un contrat de vente, les rapports entre des États, des organisations internationales, mais aussi un autre penchant qui est le droit subjectif. Cela veut dire le droit que j'ai, le droit que vous avez, ce sont les droits subjectifs reconnus à la personne intitulée personnelle. Donc c'est ce qu'on parle le droit objectif et le droit subjectif. Ces deux penchants constituent le droit en général avec des majuscules. Et le droit, il est fait pour réguler la vie en société. Oui, c'est sa première fonction. Le droit régule la vie en société. Il n'y a pas autre fonction plus principale que celle-ci. Le droit est destiné à réguler les rapports entre les individus vivant dans une société. Parce que vous savez, le droit, comme le Jean-Jacques Rousseau l'a rappelé, naît du contrat social. Nous étions dans une société on peut dire une société barbare où c'est le plus fort qui matait le plus faible. Maintenant, on est arrivé à un moment où on sentait le besoin de mettre en place un catalogue de règles qui va permettre à chacun de jouir de son droit et de respecter le droit de l'autre. Et du coup, on s'est convenu de mettre en place une somme de règles qui va diriger, qui va conduire nos rapports, que ce soit nos rapports entre individus, entre particuliers, mais aussi les rapports entre une institution que, à partir du XVIe siècle, on va dénommer État, qui va se charger en tant qu'autorité publique d'appliquer la règle de droit. Tout à fait. Alors Fatima, vous êtes étudiante en première année, je l'ai dit à l'entente de mon propos. Vous étudiez le droit naturellement. Est-ce que vous avez une question pour Bouba? Oui, bien sûr. La question, c'était à savoir, quels sont les caractères de la règle de droit? D'accord. Les caractères de la règle de droit, la plupart on dit que c'est trois. Ce qu'on enseigne à la faculté de droit. Quand vous faites des recherches livresques, vous aurez d'autres caractères, mais ce sont des caractères supplémentaires. On dit que la règle de droit, elle est générale, elle est abstraite, et elle est impersonnelle, elle est obligatoire aussi. D'où les trois caractères. Elle est générale parce qu'on adopte la règle de droit pour un ensemble de personnes. On ne peut pas adopter la règle de droit pour Bouba, pour Seydina ou pour Amina. Donc on adopte
une règle de droit pour un ensemble de personnes. Exemple, on dit, voilà le droit de vote. Si vous avez 18 ans, vous pouvez voter. Donc, c'est valable pour tout le monde. On ne peut pas dire que, voilà, Seydina, vous ne pouvez pas voter même si vous avez 18 ans. Donc, la règle serait personnelle. Donc, la règle, elle est générale. Elle s'applique à tout le monde. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un droit qui va s'appliquer à une personne autre qu'une autre personne. Mais maintenant, il faut faire la différenciation entre la catégorisation du droit. C'est pas général ni impersonnel, mais c'est une catégorisation. Exemple, le code de la communication ou bien le code des journalistes ne peut pas concerner ceux qui ne sont pas journalistes. Donc, le droit s'applique par catégorie aussi. Ça, c'est général. Mais l'ensemble des journalistes sont soumis à un code. Mais l'ensemble des enseignants du supérieur sont soumis à un code. Donc, il y a cette spécification. Cette spécification n'entrave en rien la généralité du droit. Donc, dans cet exemple que vous venez de donner, le droit ici s'intéresse au corps de métier, ouais, par exemple. Au corps de métier, mais pas à la personne, intuitu personnel, en fait. Par la personne nommément désignée. On ne peut pas dire que c'est Guinéen, en tant que journaliste, il y a une règle de droit que vous devez suivre, que l'autre ne doit pas suivre. Donc, c'est un corps de règles. L'autre, c'est le caractère impersonnel qu'on vient de dire. La règle de droit, on ne doit pas l'adopter pour quiconque à l'Assemblée nationale ou au Parlement. On ne doit pas adopter une règle de droit pour moi, ni pour vous, ni pour un quelconque autre. Maintenant, le caractère obligatoire. Quand on adopte la règle de droit, elle est obligatoire. Tout le monde doit s'y soumettre. Il n'y a pas une personne qui doit se soustraire à la règle de droit. Même l'autorité publique, cela veut dire l'État, les administrations publiques, les collectivités territoriales, les services d'intérêt général comme l'enseignement supérieur, les universités, doivent s'y conformer. D'où le concept de l'État de droit. L'État même se soumet au droit que lui-même il a créé. Donc là, le droit, il est obligatoire. Si vous ne respectez pas la règle de droit, il y aura les sanctions qui sont prévues, que ce soit des sanctions pénales ou des sanctions civiles selon le cas de l'infraction commise. Donc, le droit, les caractères du droit personnel, obligatoire, général et impersonnel. Oui, c'est la plupart. Mais parfois, quand vous faites d'autres recherches livresques, on va vous dire que bon, il y a un caractère d'ordre social. Il y a un caractère d'ordre public. Cela veut dire le droit organise la vie en société. Ce que promeut le droit, c'est d'organiser la vie en société, c'est de mettre en valeur les principes d'une société. Aujourd'hui, le droit sénégalais doit différer du droit français. Aujourd'hui, en France, la polygamie, elle est interdite. Au Sénégal, elle est autorisée. Donc, d'où la maxime que j'ai eu à citer à l'entame de mon propos. Chaque société a son droit. Donc, le droit se particularise par sa société. Donc, les valeurs qui sont promues au niveau de la France, en France, ne sont pas les mêmes valeurs qui doivent être promues en Afrique ou au Sénégal. Donc, le droit promeut des valeurs, organise la vie en société, aussi assure l'ordre public. Parce qu'on ne peut pas laisser tout le monde, que chacun fasse ce qui lui plaît. Donc, ce serait de l'anarchie. Et on va retourner à l'état d'attente d'où on a tiré notre contrat social, notre comment vouloir vivre collectif qui doit se baser sur des rapports. Effectivement. Alors, je retourne au côté gauche avec Fatima. Fatima, naturellement, vous étiez en classe de terminale, vous avez eu votre baccalauréat, on vous oriente à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la prestigieuse faculté de droit. Vous aviez certainement des appréhensions par rapport à la faculté avant. Maintenant que vous êtes à la faculté, que vivez-vous? Bon, je disais que... Comment vivez-vous l'environnement? Comment je vis l'environnement? C'est tout à fait différent parce que au début, on était au lycée et il y avait des professeurs en face de nous. La classe était restreinte. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, une fois à la faculté, je vois beaucoup de monde. Je me suis dit, waouh, c'est énorme. La foule, elle est grande. Et puis, comment des étudiants peuvent réussir? Et puis, je me suis dit que tout le monde ne pourrait pas réussir en même temps. Et l'autre me dit non. Là où il y a des gens qui réussissent, forcément, toi, tu dois réussir. Donc, le changement de milieu a causé un peu de problèmes, mais ça va. Ça va. Ouais. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour Bouba? Bien sûr. Parmi les règles de droit, j'entends souvent dire qu'il y a le caractère permanent de la règle de droit. À quoi ça compte? Ouais, je vais rebondir d'abord sur ce qu'elle vient de dire, son sentiment, son ressenti. Moi, je vais dire, je le partage. Nous étions à la faculté à la première année. Je me rappelle, le premier jour qu'on est venu, c'était un mercredi. Nous sommes venus à 4 heures du matin pour parler des préjugés qu'on connaisse, qu'on ne peut pas réussir. Nous, on nous avait dit qu'à la faculté, si vous venez pas à 4 heures du matin, vous ne pouvez pas avoir de la place.
Mais après, on s'est rendu qu'à 8 heures, on pouvait avoir de la place. Mais aussi, il y avait un grand nombre. Moi, je me suis dit, comme notre professeur Mohamed Bachir Nian nous disait, s'il y a un seul qui doit réussir, dites-vous que c'est à vous de réussir. Donc, suivez la méthode qui vous a permis d'avoir le bac et là, vous allez réussir. Je vais rebondir par rapport à la question. Le caractère permanent de la règle de droit. Aujourd'hui, au niveau du Parlement, je tiens à préciser pour les étudiants de droit qui nous écoutent en première année, on dit Parlement, c'est pour parler de l'institution qui est chargée d'adopter les règles de droit. C'est une conception qu'on parle en France ou au Sénégal d'Assemblée nationale. Mais l'institution parlementaire, on dit le Parlement. Maintenant, le Parlement, il adopte une règle de droit. Il ne dit pas, il ne va pas dire qu'on adopte une règle de droit à partir d'aujourd'hui et demain, la règle de droit va disparaître. Donc, la règle de droit, elle est permanente. On l'adopte pour une durée illimitée. Maintenant, il peut y avoir l'évolution d'une société. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, au Sénégal, on est contre l'homosexualité. On est contre l'homosexualité. Il y a ce caractère qui est permanent. La règle de droit, tant qu'elle est là, qu'elle n'autorise pas l'homosexualité, on ne peut pas s'y adonner. Maintenant, il y aura des générations futures, dans 500 ans, on ne sait pas, dans 1000 ans, il y aura des générations qui vont dire, ouais, nous, on ne va pas se conformer avec ce droit-là. Nous, on va l'autoriser. Donc, cette règle de droit va disparaître. Mais autant, on ne peut pas adopter une règle de droit, dire que cette règle de droit adoptée en 2010 doit disparaître en 2018. Non, la règle de droit, elle est adoptée pour une durée illimitée. Maintenant, pour les besoins de la vie, pour l'évolution de la société, elle peut se trouver être abrogée. Maintenant, c'est un caractère permanent. Toujours la règle de droit, elle est là. Tant que l'autorité qui l'a adoptée n'a pas expressément autorisé à ce qu'on l'abroge ou bien ce qu'on passe outre, la règle de droit va demeurer. Et on est obligé d'y s'y conformer. La règle de droit évolue. Oui, la règle de droit évolue. Elle naît, elle évolue et elle meurt. Donc aujourd'hui, on veut une règle de droit qui part d'enseignement supérieur, soit un dixième des députés fait une proposition de loi ou le gouvernement fait un projet de loi. Il y a cette distinction. Si ça vient du gouvernement, on parle de projet de loi. Si ça vient d'un des dixièmes de députés, on parle de proposition de loi. On le dépose au niveau du bureau de l'Assemblée nationale qui l'examine, pense en plénière, on l'adopte. Et quand on l'adopte, on le transmet au président de la République qui a 6 jours francs suivant la constitution sénégalaise pour la promulguer. Maintenant, on l'applique. Quand on l'applique maintenant, il peut y avoir un besoin. Je vais vous donner un exemple assez concret que les Sénégalais savent pertinemment. Il y avait un temps, le viol était qualifié de délit. Maintenant, on est passé à un crime. Donc, la règle de droit, elle a évolué. On peut arriver à un moment où maintenant, on n'a plus besoin de cela et on abroge tout simplement. L'abrogation, c'est qu'on élimine, on supprime la loi de l'ordonnancement juridique. Elle ne sera plus applicable et ne produira plus d'effets juridiques. Tout à fait. Alors, Bouba, à la faculté de droit, surtout en première année, il y a le module, il y a beaucoup de cours. Droit constitutionnel, introduction au droit, le droit civil, droit communautaire, histoire des institutions publiques, histoire des institutions judiciaires. Et souvent, les étudiants se demandent, mais à quoi sert telle ou telle matière? Pourquoi on nous enseigne cela? Moi, j'ai envie qu'on se pose sur un cours, sur un module, l'histoire des institutions judiciaires. Là, vous savez, la plupart, vous allez d'ailleurs au niveau de chaque cours, il y a une introduction du droit. Que vous prenez le droit constitutionnel, l'histoire des institutions publiques, il y a un chapeau introductif. On va vous parler qu'est-ce que c'est que la règle de droit, quelle est la sous-division du droit, droit public, droit privé, ainsi quelles sont les fonctions du droit. Maintenant, chaque droit est important. En première année, on fait une initiation pour l'étudiant. On l'initie aux différentes branches du droit. Maintenant, on va lui donner, c'est assez conséquent. Certes, je l'admets, pour les bagages pédagogiques qu'on lui donne, mais c'est pour le futur, pour qu'il s'oriente. Voir moi, est-ce que je veux devenir un historien du droit, un publiciste, un privatiste, un politiste, ainsi de suite. Maintenant, les institutions publiques, l'histoire des institutions publiques, c'est très important. Parce que c'est comme disent l'adage africaine, quand l'on ne sait plus d'où aller, on revient là d'où on vient. Maintenant, il faut aujourd'hui, on vous dit que l'État est né au XVIe siècle, mais il faut savoir, avant l'État, il y avait quoi? Donc, les institutions publiques, c'est la collectivité, c'est le département, c'est l'État, c'est en quelque sorte la société internationale. Maintenant, on va se demander, mais avant le XVIe siècle, il y avait quoi? Il y avait les royaumes, il y avait les empires. Maintenant, les institutions publiques vous permettent de revenir en arrière et de savoir que chaque société avait sa forme d'organisation. Au Sénégal, c'est pas que l'État est né au XVIe siècle ou bien qu'il y a eu la colonisation, qu'avant il y avait rien.
Il y avait les royaumes, et les royaumes, il y avait des règles. Il y avait un roi qui était investi par un cercle restreint. Il y avait aussi des représentants au niveau des cantons, des représentants au niveau des villages. Donc, les institutions publiques vous permettent d'apprendre la Rome antique, la Grèce antique, l'Égypte antique, ainsi de suite. On va vous permettre maintenant, il y avait des institutions que l'État, simplement à sa forme moderne, est né au XVIe siècle, mais il y avait des institutions publiques qui étaient là. Il y avait la société qui était bien organisée de manière politique. Il y avait même au niveau de la Grèce, l'assemblée de la plèbe qui élisait le souverain, ainsi de suite. Et en Rome, en Égypte, on avait des rois, et des rois qui étaient assistés par des valets. C'est comme ça. L'institution publique, l'histoire des institutions publiques vous permet de revenir en arrière, d'avoir des soubassements, vous permettant de dire, voilà, l'institution politique maintenant qui organise la société a connu une évolution. Donc, c'est ça l'histoire du droit. D'accord. Vous écoutez Radio Chers École. auditeurs, je rappelle que vous êtes sur la Radio École, 106.1 la dans voix votre de émission l'éducation. Droit et Société. Aujourd'hui, nous parlons de l'introduction au droit. Alors, Bouba, vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos, la summa division qui existe entre le droit public et le droit privé. Souvent, les étudiants en première année ont du mal à comprendre cela. D'abord, il faut revenir sur ça, cette summa division, le droit public, le droit privé. D'accord, je vais faire une précision. La summa division aussi, elle s'arrête au niveau de la faculté de Radio droit. École. Quand on fait la summa division, c'est pour enseigner les étudiants. Mais quand vous sortez, on ne peut pas faire une distinction entre un juriste, publiciste, politiste, ainsi de privatiste ou internationaliste. Vous êtes juriste. Ouais, vous êtes juriste publiciste parce que vous pouvez être un publiciste, vous pouvez subir une formation de juriste publiciste et devenir avocat. Vous allez plaider sur des affaires qui concernent le droit privé et vice versa. Donc la summa division du droit, on a divisé le droit en deux grandes familles. Il y a la famille du droit privé et la famille du droit public. La famille du droit public, le droit privé, c'est le droit qui régit les rapports entre les particuliers. Exemple, vous et moi et Amina. Exemple, le contrat. Comment je vais acheter, comment je vais louer un contrat, le mariage, les successions, l'héritage, ça c'est le droit privé. Donc les rapports entre particuliers, entre l'employeur et le travailleur. Exemple, on parle là-bas de droit commercial, les activités de commerce et des actes de commerce. On parle du droit du travail, on parle du droit judiciaire, du droit pénal, du droit de procédure pénale. Maintenant, ce sont les rapports entre les particuliers qui les intéressent. Et en première année, ce cours-là, introduction au droit, est attribué à ce département de droit privé. Maintenant, il y a le droit public. Le droit public, c'est le droit qui organise les rapports entre les personnes publiques et les particuliers. Cela veut dire le rapport que moi, je peux entretenir avec l'administration de la faculté de droit, avec l'administration de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec le ministère, avec la collectivité territoriale, d'où le droit administratif. Maintenant, on veut dire, moi, en tant qu'étudiant, quand l'administration viole mon droit, comme à l'instant où il y a des grèves au niveau de la faculté de droit, ils réclament leur droit. Donc, ce rapport entre l'administration et les administrés, il y a ce droit administratif. Aussi, il y a le droit international. C'est le droit qui encadre les rapports entre les États et les sujets du droit et acteurs internationaux. Cela veut dire les organisations internationales, la CEDEAO, l'UOMOA, ainsi de suite. Il y a le droit communautaire aussi. Le droit communautaire, exemple, l'UOMOA, ainsi de suite, l'OADA, l'Union européenne. Dans chaque branche du droit, il y a encore des sous-branches. Exemple, au niveau du droit public, on a le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit des collectivités territoriales, il y a le droit pénal international, il y a le droit international économique. Au niveau du droit privé, ainsi de suite, droit civil, droit commercial, droit social, droit des affaires. Donc, mais aussi, il y a cette distinction à des limites. Ces droits ont des interférences. Ces droits ont des interférences. Aujourd'hui, au niveau du droit public, il y a le droit international. Mais droit international public, les rapports entre les particuliers, entre les personnes morales de droit public au niveau international. Mais vous allez au niveau du département de droit privé, vous allez trouver un droit privé international qui va organiser comment un Sénégalais va se marier avec un Français. Ça, c'est au niveau international. Mais le droit public international ne va pas s'en charger. Parce que le droit public international va se charger le rapport entre la France et le Sénégal. La France et la CEDEAO. Maintenant, ce droit-là, qui est droit privé international, va se charger. Exemple, moi, en tant que Sénégalais, quand j'achète en France, comment l'acheminer? Ce droit commercial international. Quand j'épouse une haïtienne, quel est le droit qui va s'appliquer en cas de divorce, ainsi de suite.
entre les particuliers à l'échelle à internationale. l'échelle internationale. Donc, au niveau aussi du droit privé, vous trouverez le droit fiscal. Au niveau du droit public, vous avez le droit fiscal, le droit des finances publiques, où vous allez apprendre la fiscalité. Donc, on peut beau dire qu'il y a cette sous-division, il y a cette distinction, certes, mais le droit, les deux droits, ces deux grandes familles s'entremêlent, il y a des interférences entre ces différents droits. Et les étudiants peut-être gagneraient à ne pas toujours essayer de faire cette distinction. Cette distinction sert simplement à se spécifier. Ça veut dire à suivre une branche ou une autre. Dire que moi je vais faire le droit public ou dire que moi je vais faire le droit privé. Maintenant, quand vous sortez, quand vous êtes dans l'environnement professionnel, vous êtes un juriste. On ne dira pas que vous êtes juriste publiciste ou juriste privatiste. Vous pouvez arguer cela en subissant la formation, mais quand vous allez intégrer le monde professionnel, vous êtes un juriste. Et le professeur Mamadou Yaya Diallo, professeur qui est d'ailleurs le directeur du master Relations internationales et études pratiques, nous disait que le juriste, il est généraliste du droit. On ne cherche pas à savoir que vous êtes spécialiste. Ici, ça s'arrête au niveau des 4 murs de la faculté de droit. Et quand vous sortez, vous êtes juriste. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'étudiant de droit, même les étudiants de première année, quand il y a problème à la famille, on leur convoque. Maintenant, vous n'allez pas dire que moi, j'ai fait droit privé ou droit public, je ne peux pas répondre à la question. Donc, il faut être un juriste accompli, s'intéresser à toutes les branches du droit. On peut se spécifier par rapport à une branche. Maintenant, on ne peut pas dire que ces questions-là nous ignorent. Aujourd'hui, tous les juristes parlent de troisième candidature. Ça, c'est un droit constitutionnel. Aujourd'hui, tout le monde parle de viol, de diffamation. C'est un droit privé. Mais pourtant, ce sont des juristes. Ce sont des juristes qui ont connu des spécialisations. Donc, ce que j'avais dit à l'entame de mon propos, la sous-division, cette distinction entre droit public et droit privé, s'arrête au niveau de la faculté de droit. Elle est purement d'ordre pédagogique. D'accord. Fatima? Non. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour vous? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qu'il est en train d'expliquer? Bien sûr. Ma question est la suivante. Depuis tout à l'heure, on parle de droit. Maintenant, à quoi servent les études de droit? Bon, les études de droit servent à se former. Les études de droit servent à se former. On vous forme en tant que juriste. Vous savez, il y a ce système LMD. Il y a la licence, il y a le master et il y a le doctorat. En première année, on vous dit vous êtes un technicien de la règle de droit quand vous avez la licence. Master, vous êtes un ingénieur de la règle de droit. Et en faisant le doctorat, maintenant, vous pouvez être un théoricien de la règle de droit. Maintenant, on vous forme pour devenir un juriste, pour exercer un métier de droit. La fonction peut être juridique. Exemple, autre chose, la fonction peut être judiciaire, parler du droit, voir les contrats, comment sont être un expert juridique, un conseiller juridique. Ça peut être aussi une fonction judiciaire, de dire le droit, de rendre la justice. Exemple, maintenant, on vous forme. Les études de droit vous autorisent à pourvoir à une fonction de juriste. Et cette fonction, elle peut être juridique, simplement parler du droit, de décret, interpréter les conventions, interpréter les contrats, ainsi de suite, mais aussi dire le droit. Donc, vous avez beaucoup de portes quand vous obtenez votre parchemin en droit. Vous pouvez être magistrat, vous pouvez être un avocat, vous pouvez être un inspecteur impôts et domaines. Il y a tous les concours presque qui s'ouvrent, exception faite au concours d'ordre scientifique. Donc, les études de droit, c'est la formation d'abord pour pourvoir un métier professionnel que vous allez exercer en tant qu'un juriste accompli. Vous pouvez aussi exercer un métier d'académicien en tant que professeur de droit quand vous obtenez votre doctorat et que vous réussissez le concours de l'assessorat. Maintenant, je peux dire que ce que servent les études de droit, déjà c'est une formation. Vous connaissez la règle de droit, vous maîtrisez le droit de votre pays, et après vous allez exercer un métier pour gagner de l'argent, pour gagner votre vie. Et encore, peut-être le doyen qui parle, et quand je parle de doyen, parce que face à l'étudiant de la première année, vous qui êtes en master 2, alors, comment réussir ces études en droit pour leur aider à avoir une bonne organisation, de trouver la bonne méthode? Parce que vous savez, les études en droit, d'aucuns disent que c'est difficile, mais je crois que c'est peut-être trouver la bonne organisation, la bonne méthode qui est difficile. Mais l'étude en soi, elle n'est pas difficile. La bonne formule, c'est trouver la bonne formule. Moi, d'habitude, tous les débats auxquels je participe, même parfois, quand on parle un peu du droit, je donne des conseils par rapport à l'enseignement supérieur. Et en première année, on avait notre professeur que j'adore tellement, on salue en passage, le professeur Mohamed Bachirnian. Il nous disait, quand vous venez à la faculté de droit, je vois que Amina a eu en parler, elle était choquée. On voit un très grand nombre. Il y a 2 amphis de 1500 étudiants.
Composé, ça fait 3000 étudiants. Et vous voyez ce nombre de trucs là, là vous désistez. Vous allez vous dire, mais comment je peux réussir? Alors que moi, je peinais parfois même à réussir dans une classe de 50 élèves. Maintenant, il y a une méthode à faire. Le professeur Bachir Niang nous disait que vous êtes venu à la faculté de droit. Il y a deux chemins. Soit vous payez, vous passez par l'autoroute à péage, vous gagnez en droit, soit vous investissez la route nationale, vous allez rester là-bas. Donc, il y a une méthode. Il y a une méthode qui vous a permis d'avoir le baccalauréat. Continuez cette méthode. Vous allez voir des gens qui font 100 pages. 100 pas, comme disent les gens. Ils vont aller faire des allées et des venues en train d'apprendre, mais selon leur méthode. Ne les suivez pas. C'est pas qu'ils le font qu'ils vont réussir mieux que vous. C'est pas que vous ne le faites pas que vous allez pas réussir. Il y a des étudiants qui font la navette. Moi, j'ai fait la navette de la première année jusqu'à master de Guédiawaye à l'université. Mais ça m'a pas empêché de réussir. C'est que la réussite, c'est une méthode. La première, c'est d'aimer ce qu'on fait. On ne peut pas réussir les études de droit quand on n'aime pas le droit. Moi, je peux dire, je suis tellement amoureux du droit. Et quand vous êtes amoureux du droit, vous allez vous donner à fond. Il faut avoir la passion. Quand vous avez la passion aussi, il faut avoir la technique. Vous savez aussi, c'est très important. Il faut le dire. Il y a aussi cette crise pédagogique qu'on a. Aujourd'hui, la communication par rapport... Un juriste, c'est quelqu'un qui communique. Vous avez, ils vont faire d'ailleurs dans les jours à venir des TD. Ces TD vous permettent de s'exprimer. Et un étudiant de droit doit s'exprimer. Maintenant, il faut soigner le langage. Il faut que le langage soit soigné. Il faut un langage méthodique pour réussir la faculté. Mais il faut ta méthode. Moi, j'ai pas une méthode à donner. Je dis que qu'elle suive sa méthode. La méthode qui l'a permis d'avoir son baccalauréat, c'est cette méthode qui va la permettre d'avoir sa licence, son master, son doctorat, Inch'Allah, une agrégation. Donc, il n'y a pas une méthode spécifique. Si vous avez suivi une méthode assez spécifique pour vous, particulière pour vous, qui vous a permis aujourd'hui d'avoir votre bac, continuez cette méthode. Moi, ce que je vous dirais, ajoutez cela, l'amour du droit. Quand vous êtes tellement amoureux du droit, vous allez vous donner à fond, vous allez réussir. Il n'y a pas un secret. Il faut aimer le droit. Il faut aimer le droit, il faut avoir la passion de ce que l'on fait. Exactement. Et il y a une citation, une maxime, Radio École, la voix de l'éducation. Quand on fait ce que l'on aime, on ne se fatigue pas. On se fatigue jamais. On se fatigue jamais. Moi, on me dit, est-ce que tu as une autre vie que le droit? Je dis, mais quand même, moi, je me consacre sur le droit. Et aussi, il faut se consacrer aux études. Aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication, on peut apprendre son cours en étant dans un bus de transport. On peut faire des recherches à travers le net. Il faut faire une utilisation à bon escient des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, presque, même en ne faisant pas droit, on peut avoir un cours d'introduction au droit au niveau de l'Internet. Maintenant, les étudiants de droit, là, eux, ils n'utilisent pas les choses à bon escient. Donc, la méthode, elle est là. C'est que suivez votre méthode, ce qui vous a permis d'avoir le bac. Apprenez les leçons le jour au jour. Si vous mémorisez, continuez de mémoriser, parce qu'il y a des étudiants qui diffèrent. Donc, il ne peut pas y avoir une méthode qui soit unanime. Il y a des étudiants, exemple, qui, quand le prof explique, ils comprennent. D'autres, le prof explique et ils en suivent avec des cours, des révisions. D'autres avec seulement des révisions, d'autres des mémorisations, d'autres c'est une autre chose. Donc chacun suit sa méthode, mais la passion, comme vous l'avez dit, la passion va vous permettre d'être la différence par rapport à vos proches, à vos probables. Fatimata Niang, alors vous qui étudiez le droit, vous êtes en première année, vous voudriez devenir quoi plus tard? Je veux devenir une grande avocate. Bon, je dirais qu'elle a répondu à une question que beaucoup ne répondent pas. Au Sénégal, on pense que quand on dit ce qu'on veut devenir, on ne va pas le devenir. Les mauvaises langues fouchues vont nous empêcher de le faire. Mais si vous ne dites pas ce que vous n'allez pas devenir, on ne peut pas vous guider. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui étaient venus, qui voulaient faire du droit public, mais ils ne demandaient pas. Ils ont été orientés en histoire du droit. D'autres qui voulaient devenir des avocats ont fait du droit public. Certes, on peut le devenir, mais la voie la plus privilégiée, c'est faire le droit privé. Donc, si elle veut devenir avocate, elle lui faudra d'abord avoir le master. En droit, presque la licence de droit ne pourvoit aucune formation, si ce n'est le greffe. Maintenant, avec le greffe, on peut faire la licence d'expert, si je ne me trompe pas. Maintenant, pour être avocat, il faut d'abord avoir le master en droit, le master qui est de 5 ans après une licence de 3 ans et un master de 2 ans. Maintenant, il y a le concours de barreau qui va s'ouvrir.
elle va s'inscrire et pouvoir faire le concours après faire la formation. C'est un métier noble parce qu'on défend on défend des idées. Bon, vous savez, au Sénégal, c'est comme on disait. Il y a des familles qui vous disent que le droit n'est pas bon, on ne peut pas étudier le droit. On vous dit que l'avocat ne dit pas la vérité. Mais d'abord, l'avocat ne dit pas la vérité, mais c'est pas l'avocat qui juge. L'avocat défend son client, c'est le juge qui dit le droit. Donc, qui ne dit pas la vérité? Il y a personne qui ne dit pas la vérité. Le juge fonde sa décision sur une règle de droit. L'avocat défend son client par rapport à un fait commis ou prétendument commis. Donc, c'est un métier noble de faire l'avocature et il faut d'abord avoir la licence, après avoir le master. Quand il aura le master, il y aura le concours du barreau qui va s'ouvrir. Elle va s'inscrire et on lui souhaite plein succès. Elle va exercer son métier. Il y a aussi parfois ce qu'on dit avocat national et avocat international. Ça, c'est après qu'elle va se spécialiser. Plein de succès à vous, Fatimata. Le temps qui nous était imparti arrive à son terme. Quel est votre dernier mot? Je vous remercie d'abord pour l'invitation et merci à Bouba pour les explications et les démarches à fournir, les directions, je peux dire. Merci à tout le monde. Bouba, quel est le dernier mot? Le droit, rien que le droit et tout le droit. Chez le panjurisme, il faut s'investir, il faut se donner les moyens pour réussir à la faculté de droit. Et on souhaite plein succès à tous les étudiants de la première année. Et on les invite aussi à suivre cette turbine d'expression juridique qui va leur permettre parfois de s'abreuver à la rivière des sciences juridiques parce que c'est tellement compliqué. Et nous sommes là. Et merci aussi d'avoir été là aujourd'hui. C'était un plaisir. Un plaisir. Chers auditeurs, je rappelle que vous écoutiez la 106.1, la radio école, la radio de l'éducation, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Cette citation de Jean Giraudoux, le droit est la plus grande et la plus puissante des écoles de l'imagination. Jamais poète n'a interprété aussi librement la nature qu'un juriste la réalité. Droit et société, c'était votre émission que vous écoutiez sur Radio École. C'est votre émission qui traite les rapports entre la jeunesse et les questions contemporaines, entre le droit et la société. C'est tous les semaines, tous les jeudis, à partir de 15h sur la radio de l'éducation. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École.